Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. Il y a quelques années, lorsque j'ai commencé à travailler sur les questions climatiques, je dois avouer que je me suis fait un peu avoir par le théorème du chasseur des inconnus. Si on est de gauche, on est le bon écolo, et si on est de droite, on est le mauvais écolo. Les années passent, et là, je comprends. La question ne concerne pas uniquement l'engagement politique, mais l'engagement tout court. Quand on croit en la cause climatique, on se bat pour elle. Et à force de polariser l'écologie entre la droite et la gauche, on crée un sujet de division et même de tension, alors que beaucoup de solutions pourraient créer l'adhésion. Et pendant ce temps, le réchauffement climatique, lui, avance. Et si certains maintiennent des positions de principe, d'autres prouvent que le monde politique n'est pas aussi binaire qu'on ne le pense face à l'écologie. Parmi ces personnalités, une sénatrice Les Républicains des Hauts-de-Seine se démarque par son engagement pour l'environnement. Elle a par exemple été la seule de son groupe à s'abstenir de voter une loi prévoyant le retour d'un pesticide décrié. Ça tombe bien, elle est mon invitée du jour. Bonjour Christine Lavarde. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir dans votre bureau au Sénat, en plein cœur de Paris, vue magnifique au cœur du jardin du Luxembourg. Donc vous êtes sénatrice d'un département, je connais bien, le plus beau département de France, les Hauts-de-Seine. Exactement. Évidemment, juste à côté de Paris, à l'ouest. Vous êtes également conseillère municipale de la ville de Boulogne-Billancourt. Vous avez été maire adjointe avant de devenir sénatrice. Vous êtes sénatrice depuis 2017 et vous aviez une particularité à cette époque, c'est que vous étiez la Benjamine du Sénat. Vous aviez 32 ans, vous étiez la femme la plus jeune jamais élue au Sénat. Alors bon, vous avez été détrônée quelques années plus tard, mais tout de même, vous avez eu ce titre. Aujourd'hui, le Sénat a une moyenne d'âge d'environ 60 ans. Voilà, on entend beaucoup parler de la moyenne d'âge du Sénat. Pourquoi est-ce qu'on veut devenir sénatrice à 32 ans ? Alors en fait, finalement, je suis devenue sénatrice comme je suis devenue conseillère municipale. Par hasard, je ne sais pas. En tout cas, c'était pas. Je me suis jamais levée tous les matins en me disant mon objectif, c'est de faire de la politique. Mais j'ai plutôt toujours choisi d'essayer d'agir pour l'intérêt général. Hein. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi une carrière de fonctionnaire, alors même que j'avais des propositions d'emploi dans des sociétés très lucratives, on va dire, d'un point de vue salarial. Et donc finalement, quitter la fonction publique pour avoir une implication totalement politique, c'était quand même la continuité de cette idée d'agir pour l'intérêt général, enfin d'essayer d'agir pour l'intérêt général. Alors, il y a un débat qui revient souvent sur le Sénat, alors un peu moins ces derniers temps, mais tout de même c'est sa suppression. Là, on avait entendu ça notamment lors du refus de la levée de l'immunité de Serge Dassault. Alors c'est un débat qu'on entend un peu moins. À quoi sert le Sénat finalement ? Parce que, alors moi, quand je reviens en arrière au lycée, dans mes cours d'éducation civique, on m'expliquait, alors la loi elle va au Sénat, puis à l'Assemblée, puis elle revient, puis l'Assemblée a le dernier mot. Concrètement, le Sénat, c'est un contre-pouvoir ? Alors l'Assemblée a toujours le dernier mot, hein, quelle que soit sa composition. Effectivement, le rôle du Sénat s'est renforcé depuis qu'il y a une majorité relative, voire plus de majorité à l'Assemblée nationale, donc depuis 2022. Notamment parce qu'ici on est quand même dans une chambre très stable. Alors certains pourraient le déplorer, mais dans toute l'histoire de la Ve République, en fait, le Sénat a changé de couleur politique uniquement pendant 3 ans, entre 2011 et 2014. Mais au-delà de ça, c'est une chambre, il suffit de regarder les débats, où je pense qu'on vocifère moins, mais on essaie de réfléchir un peu plus posément. Alors, les mauvaises langues diront qu'en fait, on sert quand même de correction légistique aux idées farfelues de l'Assemblée nationale. C'est certainement vrai, notamment parce qu'on a souvent plus de temps pour étudier les textes, puisque quand ils commencent leur vie à l'Assemblée nationale, ici au Sénat, on peut déjà commencer à les débroussailler, et puis après on suit les débats de l'Assemblée. Donc quand le texte arrive ici, on a quand même une antériorité d'études qui est plus longue que celle de l'Assemblée nationale. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, le fait d'avoir cette majorité solide au Sénat fait que dès que les textes sont dits en procédure accélérée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des navettes comme dans vos cours d'éducation civique, mais on lit une fois à l'Assemblée, une fois au Sénat, et puis ensuite on réunit 7 députés et 7 sénateurs, ça permet de donner une majorité au sein de cette CMP et donc d'aboutir plus rapidement à l'adoption des textes.
Et j'aimerais qu'on parle tout à l'heure plus longuement de vos travaux. Alors, il y a énormément de travaux, hein. Vous vous êtes élu depuis 8 ans maintenant. Il y a quand même une thématique qui revient souvent, c'est la thématique de l'environnement. Voilà, vous avez travaillé sur l'environnement et le spatial, l'environnement et l'IA, également sur le régime catastrophe naturelle. D'où vient cet engagement pour l'environnement? Est-ce que c'est quelque chose qui vous animait déjà à titre personnel avant d'être élu? Alors, de toute façon, moi, en tant que fonctionnaire, je suis ingénieure du corps des ponts, des eaux et des forêts. Alors, je viens de la branche historique des ponts, mais en tant que telle, de toute façon, je suis incapable de construire un pont, je vous le dis tout de suite. J'ai une formation en économétrie, en sociologie, en économie. Donc, finalement, un peu un mix entre des sciences dures, hein, les mathématiques, et puis des sciences plus molles, l'économie, la sociologie, mais j'ai fait l'histoire aussi. Donc j'ai toujours eu un peu cette imbrication entre les deux sphères qui pour moi se retrouvent complètement quand on parle d'environnement, d'écologie. Et puis effectivement, mes premières activités professionnelles étaient très tournées sur les domaines de la transition, hein, puisque j'ai commencé premier poste, ma feuille de route était de retirer les camions des routes pour les mettre sur des bateaux ou des trains, et donc construire les premières autoroutes de la mer et les premières autoroutes ferroviaires. Ensuite, je suis partie à la commission de régulation de l'énergie, où j'ai dirigé pendant 4 ans et demi le département qui s'occupe notamment de mettre en place tous les appels d'offres en matière d'énergie renouvelable. Donc, c'est à l'époque où j'y étais qu'on a instruit le premier appel d'offres pour les installations d'éoliennes en mer, où il y a eu l'essor du photovoltaïque, on a dû presque industrialiser le processus. Et puis aussi, parmi les missions de mon équipe, il y avait tout l'approvisionnement en électricité des Outre-mer, où là, l'idée était quand même de faire une vraie transition du parc qui malheureusement encore est au fioul lourd ou au fioul léger, donc des installations très polluantes, hein. On est dans des îles, donc on n'a pas de réseau, donc il faut être autosuffisant et favoriser en fait le développement de centrales hydrauliques, de centrales qui fonctionnent à la bagasse, c'est les déchets de la canne à sucre, un fort développement du solaire, et puis surtout favoriser toutes les économies d'énergie, parce que moi je persiste toujours à dire que la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas, et que ça permettrait de résoudre à la fois les problèmes de facture, notamment pour les consommateurs les plus vulnérables, et puis après nos problèmes de production pour permettre de continuer à décarboner notre économie. Et enfin, juste avant d'être élue, j'étais à la Cour des comptes, et à la Cour des comptes, j'étais affectée dans la chambre qui s'occupe notamment des sujets d'agriculture, d'environnement, de transport. Et donc là encore, j'ai eu à m'intéresser à pas mal de mise en œuvre de politiques publiques autour de l'environnement. Lorsque j'entends votre parcours, donc j'entends un parcours quand même assez singulier pour le groupe politique auquel vous appartenez. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une écolo de droite ? Exactement, mais j'ai pas peur de me revendiquer comme telle. Alors souvent on me colle une autre casquette, on me dit que je suis une femme de chiffres, parce que j'ai aussi une petite compétence, je pense, en finances publiques, et c'est vrai qu'à côté de ça... Vous étiez maire adjointe aux finances, ça vous l'aime bien. Tout le reste de ma carrière a plutôt été dans les chiffres, et dès que je vais dans une instance, on m'affecte toujours à la commission des finances. Mais pour moi, c'est pas du tout incompatible, et d'ailleurs, j'ai tenu des propos un peu en ce sens l'année dernière, où quand on a parlé de dette, pour moi, voilà, il y a la dette financière, mais il y a aussi la dette écologique, et si on ne fait rien pour venir limiter notre dette écologique, demain, ça sera une dette financière d'autant plus élevée, puisque là, il y a tout un tas de travaux qui le montrent. En fait, le coût de l'inaction en matière climatique sera à terme beaucoup plus élevé que les coûts de l'action, et en fait, le coût de l'action, c'est les politiques de prévention. Alors je vous parle volontairement de ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet politiquement qu'on entend plutôt d'un côté de la sphère politique plutôt que de l'autre. Là, après, en toute transparence, moi aussi je suis élu, conseil municipal sur une liste de droite. Voilà, je vois aussi que c'est un sujet qui a plus de mal à percer de ce côté-là. Est-ce que vous le ressentez ? Est-ce que vous avez cette perception quand vous parlez soit à des collègues dans la commune, soit à des collègues dans le Sénat ? Est-ce que vous sentez qu'il y a une acculturation peut-être qui est plus présente à gauche qu'à droite ? Alors, pour moi, pas du tout. Après, c'est la vision qu'en donnent les médias. Parce que si on regarde bien, finalement, les principaux actes fondateurs de la politique environnementale, ils viennent de la droite.
Le premier ministère de l'Environnement a été créé sous Pompidou. Le Grenelle de l'Environnement, c'est le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui sont aujourd'hui les deux grands moments forts de la politique environnementale, où on a voulu la penser comme un tout, qui n'est pas juste un petit sujet parmi d'autres. Donc voilà, pour moi, le sujet, il est ni de droite ni de gauche. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on colle, par exemple, l'étiquette d'écologiste à des gens qui, pour moi, sont plutôt d'extrême gauche. Hein. Parce que sur tous les autres sujets, quand on regarde, dès qu'on a... ils portent les mêmes idées que la France insoumise, pour ne pas la citer. Donc, pour moi, l'écologie, c'est pas du tout... Et puis après, c'est aussi, qu'est-ce qu'on met derrière l'écologie ? Si l'écologie, c'est préserver ce qui est, c'est quand même foncièrement une valeur qui est pour moi constitutive de la droite. Donc voilà, je pense que c'est plutôt la restitution qu'on en fait, l'étiquette qu'on colle aux uns et aux autres, qui donne cette impression que l'écologie est un sujet de gauche et que c'est pas du tout un sujet de droite. Je ne partage pas du tout. Vous avez évoqué l'écho médiatique, c'est vrai, c'est aussi pour ça qu'on en parle. Quand on parle de la suppression de la ZFE, plutôt à droite. Quand on parle de la suppression de la ZAN, on pense plutôt à Laurent Wauquiez, c'est lui qui avait donné ça, voilà, etc. C'est vrai qu'il y a un écho médiatique, en tout cas, qui prend, voilà, lorsque ces lois, je vais vous parler de la loi du plomb aussi tout à l'heure, évidemment, puisque vous avez eu un avis divergent par rapport à votre groupe. Voilà, vous, comment vous vivez ça ? Est-ce que vous êtes un peu l'écolo de la bande ? Voilà, comment est-ce que vous vivez ça ? Est-ce que vous acculturez votre groupe politique, les Républicains, que ce soit au Sénat ou ailleurs ? Ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, les plus méchants me qualifieront d'écolo bobo, en disant que c'est beaucoup plus facile d'avoir des revendications écolo quand on est une élue urbaine plutôt qu'une élue rurale, puisque aujourd'hui, toutes les décisions environnementales sont perçues comme liberticides pour le développement des campagnes. Mais enfin, je tiens quand même à préciser que certes, si j'ai passé quasiment toute ma vie à Boulogne-Billancourt, hein, j'y suis arrivée, j'avais 18 mois, donc je pense que j'ai quand même ma famille qui est originaire de Normandie, où j'ai passé toutes mes vacances depuis que je suis toute petite et je continue à le faire. Donc j'ai quand même cette sensibilité assez forte à voir des gens qui vivent dans un autre environnement que le monde urbain. Et quand je suis là-bas, la ville la plus importante, elle fait 6000 habitants. À côté, j'habite dans un village, aujourd'hui il y a peut-être 1000 habitants, où il n'y a même pas un commerce. Donc voilà, j'ai bien conscience des difficultés de transport, du fait que aller à l'école, c'est pas uniquement traverser la rue, mais qu'il faut aussi penser les transports en commun. Je discute beaucoup avec les gens qui vivent là-bas à l'année pour justement comprendre aussi leurs préoccupations. Mais aujourd'hui, on ne peut pas opposer les uns et les autres, parce que finalement, le sujet de l'environnement, c'est quand même un sujet qui nous concerne tous. Et parfois, j'ai même des réflexions qui peuvent paraître un peu polémiques, ou quand je dis, aujourd'hui, est-ce que vraiment ça fait sens de supprimer l'aide publique au développement quand on investit, nous, des milliards en France pour venir diminuer notre empreinte carbone, et qu'aujourd'hui, chaque geste qu'on fait coûte beaucoup plus cher à la tonne de CO2 évitée parce qu'on a déjà fait toutes les mesures faciles, alors qu'on irait directement permettre à l'Afrique de se développer avec des industries vertes plutôt que de commencer par prendre du charbon, on aurait un effet sur la planète beaucoup plus élevé. Sauf qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas forcément les ressources financières pour le faire. Donc c'est là où il y a besoin du soutien des industriels. Mais vous partagerez aussi qu'aujourd'hui, dire que ça fait sens de faire de l'aide publique au développement, c'est pas non plus dans l'air du temps. Non, c'est surtout depuis l'élection, évidemment, de la réélection, en tout cas, de Donald Trump. C'est vrai que c'est un sujet qui est revenu un petit peu sur le devant de la scène. Au vu de votre expérience, du fait que vous soyez ingénieur, élu local, élu national, vous avez accès à beaucoup de connaissances, vous travaillez sur beaucoup de dossiers techniques. Est-ce que vous êtes éco-anxieuse ? Alors, je ne me qualifierais pas comme telle, parce que surtout, si on est anxieux, du coup, ça empêche d'avancer. Moi, j'essaie plutôt de promouvoir, alors que pour les écolos de gauche, ça apparaît vraiment comme de la non-écologie, mais l'écologie des petites choses, des petits gestes. C'est-à-dire que je pense que tous, dans notre quotidien, en fait, on peut faire des efforts qui ne sont pas très coûteux,
mais qui permettent en fait d'apporter une petite pierre à l'édifice justement et de ne pas avoir besoin de mettre en place soit des processus très liberticides, soit très contraignants pour notre vie de tous les jours. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, on a bien vu... alors bon, cette année, on ne parle pas encore trop de stress hydrique et de manque d'eau, mais c'est quand même un sujet qui pourrait arriver. Et bien par exemple, même en ville, si vous avez, je sais pas, des plantes sur votre balcon, votre jardinière, et ben au moment où vous commencez votre douche, et vous pouvez le faire à la campagne aussi, ben vous avez un arrosoir. L'eau, en attendant qu'elle soit tiède, et ben vous la mettez dans votre arrosoir. Derrière, vous pouvez aller facilement arroser et ça évite de prendre de nouveau de l'eau. La même chose pour votre eau de salade. Enfin, c'est plein de petits gestes qui en soi sont mini contraintes. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut après aller porter sa bassine, remplir son arrosoir. Mais en tant que tel, ça pèse pas grand-chose. Au lieu de vous dire, je vais prendre ma voiture pour aller faire 1 kilomètre ou 2 pour aller chercher mon pain, je prends mon vélo. Et en plus, en faisant ça, vous contribuez aussi à votre santé. Donc, vous faites 2 gestes, un geste pour la planète et un geste pour vous. Et on pourrait multiplier par exemple, réfléchissez aussi à vos déchets. Est-ce que quand vous allez chercher votre baguette de pain, vous ne pouvez pas réutiliser l'emballage en papier qu'on vous a donné précédemment, ou alors encore même, vous fabriquez votre sac à pain en tissu. Aujourd'hui, les sacs plastiques sont interdits, mais on continue quand même à nous donner tout un tas de sacs en papier un peu partout. Est-ce que vous pouvez pas avoir votre sac pliable en tissu Voilà, plein de petits trucs qui, en fait, mis bout à bout, semblent tellement du bon sens, mais qui, finalement, on a encore du mal à appliquer dans notre vie de tous les jours, parce que, par facilité, à la boulangerie, on continuera à nous donner ce sachet en papier. Alors, est-ce que, finalement, pour forcer les comportements, il faudrait pas rendre ce sachet payant ? Et en fait, finalement, faire prendre conscience aux gens que ces petits gestes qu'ils font pas, en fait, ils ont quand même un coût carbone qui est caché, et qu'en fait, s'ils veulent pas faire ce geste, on leur demande de payer le coût carbone, donc eux de manière individuelle, plutôt que de le faire payer à la société. Comme dans les sacs des supermarchés, Exactement. Finalement, il y en a plus. Si vous en voulez un, vous l'achetez. On va commencer la deuxième partie de cette émission. J'aimerais me pencher sur quelques-uns de vos travaux, de vos prises de position. Donc, comme je le disais en première partie, vous êtes élu depuis 8 ans, donc je ne vais évidemment pas revenir sur l'intégralité de vos prises de position. J'en ai sélectionné 4, pour qu'on puisse prendre le temps d'en parler un petit peu. La première, c'est la plus récente, c'est celle qu'on appelle la loi Duplon, donc du nom du sénateur Duplon, donc qui est affilié au groupe Les Républicains. Récemment, donc, la loi a été votée au Sénat. 128 sénateurs LR ont voté pour, une s'est abstenue. Cette personne qui s'est abstenue, elle est en face de moi, c'est vous, Christine Lavarde. Donc, juste pour revenir une seconde sur cette loi, donc, elle propose notamment d'assouplir des règles en matière de produits phytosanitaires. Alors, j'ai noté le nom du néonicotinoïde, parce que quand même, c'est l'acétamipride, qui est autorisé en Europe, pour le coup, jusqu'en 2033. En France, c'est un produit qui est interdit, sauf pour les betteraves sucrières. Et donc, l'idée, c'est d'assouplir les règles pour pouvoir l'utiliser. Il y a aussi d'autres règles qui seraient assouplies, notamment pour promouvoir les méga-bassines. Tout votre groupe, sauf vous, a voté pour. Pourquoi ? Alors, de toute façon, si vous aviez fait encore plus d'archéologie, vous vous seriez rendu compte que cette proposition de loi, elle avait été co-signée par tout le groupe et d'autres sénateurs, sauf 2 sénateurs du groupe. Vous n'avez pas co-signé le projet de loi. Didier Mandelli et moi-même. Mais sur ces sujets d'agriculture, par exemple, au moment où on a eu la loi d'orientation agricole, enfin la loi portée par le gouvernement, c'est pareil, je me suis abstenue au moment du vote du texte du Sénat. Par contre, j'ai voté les conclusions de la commission mixte paritaire parce qu'il y avait eu pas mal de corrections ou de retours par rapport au texte du Sénat. En fait, sur ces texte-là, je trouve que le Sénat va trop loin dans sa défense de l'agriculture intensive versus la protection de l'environnement. Pareil, là, il ne faut pas opposer l'un et l'autre. On a besoin de notre souveraineté alimentaire, on a besoin de pouvoir permettre à chaque Français de se nourrir, mais on a aussi besoin de permettre à chaque Français de se nourrir de manière qualitative. Et on a besoin de ne pas appauvrir nos sols, puisque à terme, c'est aussi ce qui participera à notre souveraineté alimentaire. Sur la question de l'eau, c'est une question compliquée. On a besoin de concevoir des politiques publiques de partage de l'eau. Donc voilà, j'estimais qu'en fait, on allait
parfois un peu trop loin au bénéfice d'une politique sans regarder les autres. Je ne dis pas que c'est facile. J'entends aussi mes collègues qui sont élus dans des départements ruraux où la pression est beaucoup plus forte. Mais par exemple, si on revient sur le sujet des ZFE, qui là aussi a été largement supprimé et avec un soutien fort, et ça serait la même chose si on avait le vote ici. J'en discutais récemment avec ma collègue qui est devenue députée, qui représente donc la 9e circonscription des Hauts-de-Seine, Boulogne-Billancourt à l'Assemblée, et qui me disait qu'elle aussi, son groupe ne comprenait pas pourquoi elle votait contre, enfin pourquoi elle s'abstenait. Mais elle a eu, je trouve, une réflexion qui est juste, et que vous allez partager, j'espère. C'est qu'en fait, eux disent les ZFE, c'est une entrave à notre liberté de circulation et nous, ruraux, on ne peut plus accéder à la ville. Mais elle leur a dit, vous, ruraux, vous bénéficiez d'un air peu pollué, d'une bonne qualité de vie. Regardez, nous, en ville, le nombre de morts de personnes qui deviennent asthmatiques du fait de la mauvaise qualité de l'air. En fait, aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est de protéger en fait, mes habitants. Et protéger mes habitants, et en fait, c'est mettre quand même des contraintes sur la circulation des véhicules les plus polluants au moment des épisodes de pic de canicule. Et cette politique, on peut en dire ce qu'on en veut sur les ZFE. Il n'y a qu'à regarder comment le parc roulant s'est amélioré depuis que le principe a été voté. En plus, il était avec une mise en œuvre assez longue dans le temps, justement, pour permettre la transition. Et aujourd'hui, on voit que là, dernièrement, la France a enfin atteint ses objectifs, qu'il y a presque plus de véhicules ultra polluants qui circulent dans le périmètre de la ZFE parisienne. Donc pour moi, c'est quand même un point positif pour tout le monde. Et après, il faut aussi peut-être rappeler que le principe de non-circulation, il est restreint dans le temps, c'est pendant les épisodes de pollution, et qu'enfin, la petite couronne parisienne, c'est pas fort à la mot, hein. Enfin, on peut venir en train, donc à la rigueur, la personne qui aurait absolument besoin de venir, elle dépose sa voiture dans une gare, elle prend le train. Alors effectivement, elle va peut-être mettre un peu plus de temps, mais c'est la balance de son coût et de son atteinte à l'environnement et surtout à la santé publique. Vous parlez de liberté, d'entrave. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'écologie, c'est plutôt ce sujet-là qui revient et pas le fond du sujet. Quand on parle de la loi du plomb, on parle de la liberté des agriculteurs, mais pas des cancers pédiatriques. Quand on parle de la ZFE, donc pour nos auditeurs, donc la zone à faible émission, on parle uniquement du fait qu'il va falloir changer de véhicule, mais on ne parle pas des 50 000 morts par an de la pollution de l'air. Et aujourd'hui, donc le sujet, c'est peut-être un petit peu polarisé, finalement, et on ne rentre pas dans le cœur du sujet. C'est ce qui est évidemment un peu regrettable. Juste une dernière question sur la loi Duplon. Donc le sénateur Duplon est un ancien de la FNSEA. Il a été reproché à cette loi d'avoir été coécrite, entre guillemets, par la FNSEA. Alors, il est de réputation notoire que les députés européens reçoivent énormément de lobby, qu'il y a beaucoup de lobby à Bruxelles. Est-ce qu'il y en a aussi beaucoup au Sénat ? Alors, moi, ce qui est certain, c'est que je ne suis pas approchée par les lobbies agricoles. Vous pouvez les recevoir ? Je peux les recevoir, mais en tout cas, ils ne contactent pas. Mais je le vois bien au moment où on vote la loi de finances. Le nombre de sollicitations diverses et variées, alors cette année a été, je crois, le summum, puisque finalement, comme le texte n'a pas été étudié à l'Assemblée nationale, tout le monde voulait aller plaider sa cause auprès du Sénat. Donc oui, on reçoit énormément de sollicitations. Mais après, ça nous permet... Enfin, c'est après aussi, nous, notre travail, d'arriver à démêler... entre guillemets, le vrai du faux, ce qui relève vraiment d'un combat de préservation des intérêts propres, de ce qui relève de problèmes réglementaires qui, en fait, permettent pas une activité normale. Donc, en fait, c'est un gros travail, hein. C'est-à-dire que quand moi, j'accepte de rencontrer une entreprise ou quelqu'un qui vient m'exposer son problème, derrière, je fais tout un travail d'enquête pour aller comprendre si effectivement ce qui m'expose est bien un problème qui le concerne lui mais qui pourrait concerner tout un secteur, ou si c'est que son intérêt personnel qui vient plaider pour ensuite choisir ou pas de porter un amendement. L'autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est un rapport que vous avez co-signé très récemment sur l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui,
L'intelligence artificielle, c'est simple, quand on allume sa radio, sa télé, le journal, il n'y a que ça, partout, du matin au soir, tout le monde s'y met, particuliers, entreprises, etc. Et donc vous avez pris le prisme de l'environnement dans ce rapport, donc vous l'avez co-signé avec d'autres sénateurs. Vous soulignez les opportunités de l'intelligence artificielle, évidemment il y en a, mais sans tomber dans le technosolutionnisme. Alors ça c'est quelque chose qu'on n'entend pas toujours, parce que c'est vrai quand une nouvelle technologie émerge, on se dit que c'est un peu la technologie du futur qui va nous sauver. Vous quand même, vous mettez en garde sur le techno-solutionnisme et vous donnez un chiffre, notamment, c'est que l'IA en 2027 va consommer 4 à 6 fois la consommation d'eau annuelle du Danemark. Donc c'est quand même une technologie qui n'est pas sans faille. Le bilan carbone de Microsoft aussi, par exemple, a explosé. Ils avaient des objectifs carbone, ils sont complètement tombés à l'eau à cause de ça. Comment est-ce qu'on peut rendre l'intelligence artificielle plus frugale et quel est le rôle de la puissance publique pour réguler ? Alors, en fait, tout ce travail sur l'intelligence artificielle, il a été mené au sein de la délégation à la prospective dont j'assure la présidence. Et on a vraiment collectivement, à l'ensemble des membres de la délégation, décidé de travailler pendant 18 mois sur ce sujet en s'attachant à regarder des champs d'application concrets qui parlent aux citoyens. Donc, il y en a qui ont travaillé sur l'éducation, d'autres sur la santé. Donc, nous, effectivement, avec 2 autres collègues, on a regardé les questions environnementales. Et déjà, au début de ce rapport, on dit bien qu'il faut dissocier Green IA, c'est-à-dire l'IA verte, c'est-à-dire l'IA qui consomme finalement peu de ressources, dont le code est fait en telle sorte peut-être d'être un peu plus lent, mais en tout cas de nécessiter moins de processus, donc moins d'eau pour refroidir les outils. Et puis ensuite, l'IA for Green, c'est-à-dire les solutions d'IA qui peuvent permettre de faire avancer la cause environnementale. Et donc notamment quand on a commencé ce travail, on se demandait, je travaillais avec Jean-Baptiste Blanc qui est un peu l'expert reconnu sur les questions du ZAN, si demain l'IA justement pourrait permettre d'apporter des réponses techniques à ce problème de consommation des espaces naturels qui augmente chaque année et dont on voit bien qu'on a du mal à la freiner puisque la loi ZAN là aussi zéro artificialisation nette. Un peu de plomb dans l'aile et en tout cas beaucoup aimeraient la supprimer. Donc c'était surtout sur ça qu'on voulait, on voulait regarder en fait si l'IA allait apporter des solutions et c'est aussi pour ça qu'après on a mis des réserves, c'est-à-dire qu'effectivement si l'IA apporte des solutions mais que c'est au détriment d'un impact carbone, d'un impact eau très très fort, est-ce que la cause environnementale y aura gagné ? C'est pas certain. Donc il faut toujours peser le pour et le contre, mais finalement si vous aviez le temps et la curiosité d'aller regarder les autres rapports, vous verriez que par exemple même sur le domaine de la santé, oui, il y a des avancées, il y a des choses qui vont être permises par l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas croire que demain on pourra vivre sans médecin et que l'IA va permettre de résoudre la question des déserts médicaux. Parce que c'était aussi la question qu'on se posait au moment où on a commencé ces travaux. Est-ce que vous, en tant que sénatrice, vous utilisez l'intelligence artificielle ? Alors j'ai commencé à m'y mettre, mais je suis jusqu'à présent assez déçue par les restitutions de l'IA. Alors si c'est pour dire à l'IA, lis-moi ces 10 pages de texte et sors-en moi les 3 idées principales, oui ça globalement l'IA sait faire. Après aujourd'hui, pour moi l'IA par exemple est incapable d'écrire une intervention. Parce que si elle le fait, c'est pas une intervention engagée, puisqu'en fait l'IA elle se nourrit de ce qu'elle lit. Donc comme elle peut pas savoir comment je pense, voilà, il faudrait que je lui fasse lire toutes mes productions, ça sort des choses très, très plates, très ternes que n'importe qui en fait pourrait prononcer. Non, aujourd'hui je reste encore plutôt très basique à penser par moi-même et ne pas dire à ChatGPT ou autre dessine-moi un rond vert avec de toute façon le temps d'écrire le prompt, parfois ça va beaucoup plus vite de le faire soi-même. Oui, on l'a fait directement et on consomme moins d'énergie en plus et moins d'eau. L'autre sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est un rapport un peu plus ancien, c'est sur la sécheresse et le régime qu'on appelle CatNat, donc pour catastrophes naturelles. Et il y a parmi ces catastrophes naturelles une dont on entend moins parler mais qui pourtant est extrêmement importante, c'est le RGA, le retrait-gonflement des argiles. Donc beaucoup de pluie l'hiver, les sols se gonflent, beaucoup de sécheresse l'été, ils dégonflent, ça fait bouger les sols, ils se déstabilisent et il y a des fissures dans les maisons. 10,4 millions de maisons, c'est plus de la moitié de l'habitat individuel en France. J'ai appris ça, 54% de l'habitat individuel en France qui est touché. Et le RGA a coûté 1 milliard d'euros
en moyenne sur les dernières années, entre 2017 et 2020, par an. Hein. Et avant, c'était 445 millions. Donc on est quand même sur plus d'un facteur 2. Donc ce problème, il va forcément mener à des problèmes d'indemnisation et d'assurabilité. Vous avez fait une proposition de loi en ce sens pour équilibrer le régime CatNat. Donc lorsqu'il y a un arrêté de catastrophe naturelle, l'État prend 50%, les assureurs 50%. Votre loi a été votée à l'unanimité, d'ailleurs, au Sénat. Est-ce que cette loi à elle seule, donc qui continue son chemin législatif, est-ce que cette loi à elle seule va permettre de rétablir les comptes, entre guillemets, de ce régime CatNat qui est déficitaire ces dernières années? Ce régime CatNat, surtout quand on a commencé les travaux, on s'est dit, on s'autorise à partir d'une feuille blanche et de peut-être remettre en cause le fonctionnement du régime des catastrophes naturelles, qui est très spécifique à la France, hein, puisque c'est un régime de réassurance, en fait, avec partenarial entre le privé et le public. Et ça, c'est vraiment... Enfin, il y a beaucoup de pays qui nous l'envient, et qui a fait ses preuves jusqu'à présent, mais qui, effectivement, était arrivé dans une situation où, à la fin de l'exercice 2023... si jamais on avait une survenance d'un épisode de catastrophe naturelle, donc les catastrophes naturelles, c'est à la fois les éruptions volcaniques, les cyclones, les éboulements de terrain, les avalanches, enfin voilà, des événements qu'on ne peut pas en fait facilement prédire, mais ce n'est pas la grêle, la neige et la tempête qui eux sont couverts par un régime d'assurance classique, hein, qui en fait sont couverts de manière obligatoire avec votre assurance habitation. Et donc, ce régime avait en fait tellement peu de réserves que si jamais on avait eu quelque chose d'important, qui coûte même rien que 600 millions d'euros, c'est la garantie de l'État qui aurait été appelée en dernier recours. Donc, c'est l'État qui aurait dû venir financer tous les millions d'euros qui manquaient pour venir financer les indemnités d'assurance. Donc, il y a un arrêté, parce que la voie réglementaire aujourd'hui, en fait, permet d'augmenter la somme qui est payée chaque année par les assurés auto et par les assurés habitation de manière obligatoire. Hein. Vous avez une assurance, vous êtes obligé de contribuer au régime CatNat. C'est une surprime. C'est une surprime. Et ce qui permet en fait d'avoir un régime qui est quand même très mutualisé, où la solidarité nationale pèse beaucoup. Parce que moi, je prends toujours cet exemple. Finalement, des gens qui vont contribuer fortement au régime CatNat, c'est les Parisiens qui habitent dans un immeuble haussmannien au 6e étage. En plus, ils ont beaucoup de mètres carrés, beaucoup de biens assurés, comme la surprime est en fait directement liée à leur prime d'assurance, et que dans leur prime d'assurance, il va y avoir l'assurance contre les biens de valeur. Donc, ils vont payer une surprime élevée, alors que leur vulnérabilité au risque naturel, c'est zéro. Enfin, franchement, surtout s'ils habitent à Montmartre, ils risquent pas d'avoir une crue de la Seine. Ils vont pas avoir de retrait-gonflement des argiles, ils vont pas avoir de cyclone, ils vont pas avoir d'éruption volcanique, ils vont pas avoir d'avalanche, ils vont pas avoir d'éboulement de terrain. Donc en fait, ils payent pour un dispositif dont ils ne bénéficieront jamais. Donc c'est là où on voit la solidarité nationale, parce que à l'inverse, par exemple sur le retrait-gonflement des argiles, il y a des départements qui sont rouges, c'est-à-dire que quasiment toutes les maisons individuelles sont potentiellement des maisons qui demain pourront se fissurer. Mais comme c'est par voie réglementaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'un ministre accepte de prendre cette décision d'augmenter. Donc là, un peu couteau sous la gorge, ça a fini par être fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, en 2025, tout le monde peut le constater, sa prime d'assurance habitation a fortement augmenté. Hein. En gros, toutes choses égales par ailleurs, plus 8%, uniquement lié à la revalorisation, à l'augmentation de la surprime CatNat. C'est l'équivalent d'un timbre-poste, j'ai lu, l'augmentation. 8%, un timbre-poste... sur l'assurance habitation. Non. C'est la part de la surprime, en tout cas. Non, nous, on avait calculé que la part de la surprime allait passer de 23 à 40 euros en moyenne. Donc, je ne sais pas où vous achetez vos timbres, mais c'est pas un timbre-poste entre 23 et 40. Par mois. Ah, si on calcule par mois, je sais que les timbres ont beaucoup augmenté, mais bon, on est plutôt sur la lettre bleue que sur la lettre verte. Mais bon, pour dire que c'est quand même Et donc, la première idée de la première partie de la PPL, c'était de dire il faut retirer, en fait, du contexte politique le choix d'augmenter ou pas la surprime. Il faut que la surprime, en fait, elle évolue mécaniquement en fonction de la sinistralité qui est constatée, de manière à s'assurer que le régime est toujours équilibré, toujours assez de réserves. Donc ça, c'était en gros la première partie du texte.
Et puis après avec d'autres dispositifs, mais qui sont plus techniques, qui concernent un peu le marché assurance-réassurance. Et puis après, il y avait un deuxième volet dans cette PPL, c'était d'améliorer la prévention. Parce que notamment, il y a plein de sujets, et le retrait-gonflement des argiles est un très bon exemple, où en fait la prévention coûte beaucoup moins cher que l'indemnisation des dommages. Parce que le jour où votre maison se fissure, si jamais on doit venir installer des micropieux ou carrément refonder une dalle de béton sous votre maison pour que désormais elle bouge sur la dalle de béton au lieu de bouger sur son sol traditionnel, parfois ça coûte même plus cher que la valeur vénale de votre maison. Alors que mettre en place par exemple un dispositif tel le dispositif MAC, qui est en fait un système de gestion de l'hydrométrie pour s'assurer qu'il y a toujours un niveau d'eau suffisant dans vos fondations pour éviter qu'elles se rétractent, ça coûte, on parle de quoi, 10 000 €. Donc c'est pas du tout le coût, et ça c'est facile. Et puis après il y a des choses encore moins coûteuses, mais qui par contre ne peuvent pas forcément être financées par tout le monde, hein. C'est vraiment en fonction, c'est le sujet, aujourd'hui si vous avez un arbre, surtout pour peu qu'il soit un peu gros, il a besoin d'eau, hein. Donc ces racines vont venir renforcer le stress hydrique sous votre maison. En fait voilà, il faut pouvoir aller élaguer ces arbres. Ça coûte tout de suite, ça peut coûter 1 000, 2 000 €. Vous n'avez pas forcément, si vous êtes un ménage précaire, les moyens de le financer, alors que c'est pourtant une dépense qui permettrait que votre maison ne soit pas complètement défigurée si jamais un phénomène de retrait-gonflement s'avérait. Donc et là, cette fois-ci, de haute lutte, nous avons obtenu dans le PLF 2025 une enveloppe de 50 millions d'euros, justement pour venir financer ces mesures de prévention qui sont prises individuellement, pas très coûteuses, qui peuvent être très coûteuses par contre d'un point de vue microéconomique pour le ménage des premiers et des deuxièmes déciles. Et donc voilà, c'est là où pour moi la solidarité nationale, et notamment toute cette surprime qui vient aussi pour une partie alimenter le fonds de prévention des risques naturels, et que cet argent collecté à la prévention des risques naturels y aille effectivement. J'ai une toute dernière question, Christine Lavarde, avant de passer à la dernière partie rapide, la partie sucrée. C'est sur les agences de l'État. Justement, vous étiez rapporteur de la commission d'enquête justement sur les missions des agences de l'État. J'y suis toujours, on est encore en plein travail. Votre dernière audition, il me semble que c'était l'agence Bio, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a plusieurs élus, alors ne croyez pas que je fais une fixette sur une partie de la sphère politique, mais Valérie Pécresse, Gérard Larcher qui voulait supprimer l'ADEME par exemple, Laurent Wauquiez s'en est pris à l'OFB. Vous avez rencontré toutes ces parties prenantes, vous les avez auditionnées. C'est vrai que, alors, quand on défend l'écologie, on se dit on a besoin de l'ADEME, on a besoin de l'OFB, etc. Mais c'est vrai que c'est des zones grises, c'est des nébuleuses pour la plus grande partie de la population. Le budget de l'ADEME, je ne savais pas, c'est 3,5 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce que vous en avez tiré ? Est-ce que c'est une boîte noire qu'il faut améliorer ? Est-ce qu'il faut les supprimer ? Est-ce que tout est blanc ? Vous qui avez parlé à tout le monde. De toute façon, si jamais il y a autant de pourfendeurs de ces agences, c'est que certainement il y a quand même des problèmes qui se posent. Et je confirme, on aura un certain nombre de propositions à l'issue des travaux de la commission d'enquête pour améliorer la gouvernance de ces structures, améliorer leur contrôle, améliorer leur gestion, parce que en fait, ces structures, on les a laissées vivre seules, à côté des ministères, mais sans vraiment refaire un peu une photographie d'ensemble. Certaines personnes interrogées et autres nous disent en fait le travail que vous faites c'est juste la RGPP, sauf que vous avez 6 mois pour le faire, enfin dans les faits 5 mois pour le faire, là où la RGPP a pris quasiment 2 ans, donc on ne peut pas non plus vous demander la lune, mais c'est un travail salutaire parce que au moins ça permet de reposer certains problèmes. Donc ça, sur ces sujets-là, et donc les critiques peuvent être justifiées. C'est plus un problème d'autonomie et de gestion, voilà, pas forcément leur existence. Après, leur existence en tant que telle, de toute façon, on a besoin d'avoir... Enfin, moi, je pense qu'il est important de dissocier la conception de la politique publique de celui qui la met en œuvre. Pour moi, les ministères, ils sont chargés de concevoir les politiques publiques, ils sont chargés d'édicter la réglementation. Mais après, concrètement...
c'est pas eux qui sont chargés d'aller sur le terrain, à côté des collectivités, la mettre en œuvre. Et surtout quand les sujets sont un peu transverses, il y a du sens à conserver des structures qui vont être des structures d'appui au service de l'État en déconcentré, pour justement mettre en place des politiques publiques. Par exemple, si on pense à l'OFB, l'OFB, elle est au confluent de ce qui va être décidé par la direction de l'eau et de la biodiversité, mais aussi, par exemple, par la direction qui va s'occuper de l'habitat. Donc, il n'y a rien de contradictoire à avoir cette structure qui est en fait des moyens de l'État pour mettre en place des politiques publiques qui ont été définies à l'échelon national. Par contre, il est très important qu'il y ait bien une concordance entre ce que fait l'agence et la politique qui a été édictée, décidée par finalement ceux qui ont la légitimité pour le faire, puisque l'administration centrale, elle obéit au ministre. Donc quand un ministre part ou quand une majorité change, la ligne politique change. Et donc après, il faut aussi que ce soit mis en œuvre jusqu'au plus près du terrain. J'aimerais maintenant clôturer cette émission. Je vous laisse partir en réunion de groupe sénatoriale juste après, avec la partie sucrée. Donc je pose les deux mêmes questions à tous mes invités. Au nom de la lutte contre le changement climatique, de quoi seriez-vous prête à vous passer, quelque chose auquel vous tenez, et de quoi vous ne seriez absolument pas prête à vous passer? Donc moi, la réponse à la deuxième question est simple. Je ne serais absolument pas prêt à me passer d'une part de flan. Voilà, ça fait partie de mon bilan carbone, 75 kg de CO2 par an. Et donc, j'apporte une petite part de flan à tous mes invités. Donc, je vous ai apporté une petite part de flan du quartier. Donc, dans votre agenda, j'allais dire de ministre, de sénatrice. Vous mangerez ça quand vous voulez, mais voilà, pour partager ça. Et donc, je vous laisse me répondre autour de cette pâtisserie. Je ne sais pas dire s'il y a quelque chose dont je ne pourrais absolument pas me passer. Parce que finalement, parfois les hasards de la vie font qu'on est contraint du jour au lendemain d'arrêter quelque chose. Alors, bon, moi je suis super sportive, donc, mais finalement le sport, on a tellement moyen d'en faire tout le temps, partout, que même pour courir, on peut courir pieds nus. Donc finalement, est-ce qu'il y a des choses... Du triathlon, non ? Triathlon, ouais, c'est ça. Ouais. Donc un sport finalement peu émetteur, tant que vous vous déplacez pas en avion pour en faire à l'autre bout du monde. Et donc j'allais vous dire, ce à quoi je serais prête à me passer, c'est les déplacements. Enfin, c'est l'avion pour aller voir ailleurs, un autre pays. Déjà, ici au Sénat, en fait, par principe, je refuse tous les déplacements en avion sur une journée pour aller assister à un truc quand on voit le programme et en fait il y a 2 heures de travail effectif, donc ça, voilà, je dis non, ça n'a pas de sens. À la rigueur, vous mettez une visio et pour écouter, je peux très bien participer en visio. Ça arrive souvent, ça, qu'on vous propose un déplacement journalier Enfin, qu'on propose ça arrive et en fait je dis non parce que voilà. Après, je suis consciente aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en informel et que la visio ne permet pas, et qu'effectivement quand on a déjà rencontré les gens 4-5 fois, on peut facilement juste les appeler, mais que c'est difficile de les appeler comme ça à brûle-pourpoint quand on les a jamais rencontrés pour parler des sujets de manière non publique. Mais bon, voilà, après il faut aussi être un peu convaincu de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Donc voilà, en disant non, je dis non à la fois aux parties de travail et à la fois aux parties plus conviviales de réseau. Et après, même à titre personnel, aujourd'hui, par exemple, mes filles me disent « Mais quand est-ce qu'on va aller là en avion ?» Enfin, elles ne comprennent pas, toutes leurs copines ont déjà pris l'avion. Et nous, on leur dit « Finalement, est-ce que vous ne trouvez pas que vos vacances, elles sont bien aussi on fait des périples en vélo, où on part en vélo, on met les vélos dans le train et ensuite voilà. Quand on a été très très loin, on est parti en train de nuit. Et sur place, on s'est déplacé qu'à pied ou par les moyens transports locaux. Et là, j'ai vu qu'on était encore un peu précurseurs dans ce tourisme durable. Parce que tout n'est pas vraiment conçu. Et quand à l'office du tourisme, je suis arrivée et qu'on m'a dit « Quoi ? Vous allez avec vos enfants, aussi petits, là-bas, en marchant ? Mais c'est pas possible. C'est très dangereux, la nationale. » Bon, en fait, il suffisait de prendre Google Maps, pour pas te citer, et de voir qu'à côté de la nationale, on pouvait quand même trouver un chemin
qui effectivement n'était pas, il rajoutait peut-être 500 mètres, mais qui permettait tout à fait de rejoindre le musée de la préhistoire sans avoir besoin d'une voiture depuis la ville principale. Donc voilà, j'essaie modestement aussi dans mon quotidien et dans ma vie de famille de mettre en application voilà, cette écologie des petites choses, des petits gestes. Donc voilà, les voyages en avion pour aller très loin, tant pis. J'adore, j'ai des souvenirs très bons de calamars farcis au bord de port en Grèce avec une eau magnifique. Peut-être que je n'y retournerai pas parce que l'impact carbone est trop fort, et encore c'est possible. Je peux traverser l'Europe en train, ça me prendra beaucoup plus de temps, mais c'est possible. Et ce que vous dites, c'est pas un petit geste, ça fait même partie de l'imaginaire du voyage, qu'il n'y a pas que le point A et le point B, il y a tout ce qui se passe entre les deux, et on vit des expériences familiales ou amicales, en tout cas extrêmement enrichissantes. Donc merci beaucoup en tout cas de faire la promotion des mobilités durables, voilà, de la part d'une sénatrice, c'est toujours extrêmement percutant. Merci beaucoup Christine Lavarde de m'avoir reçu. Merci Madame la sénatrice. Et bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, c'est déjà le 10e de Comment est votre climat. Nous y avons évoqué les sciences, le journalisme, l'eau, l'énergie, l'adaptation et j'en passe. Alors si une personne ou un sujet lié à l'environnement vous inspire, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on puisse en parler très vite. Et comme d'habitude, pour soutenir l'émission, partagez-la sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous et pensez à laisser une note et des commentaires sur les plateformes de streaming. Merci encore pour votre fidélité et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.